Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour et merci à Laurent Delmas qui va animer aujourd'hui cette masterclass en ligne. Laurent, vous êtes critique cinéma, vous êtes aussi producteur d'émissions sur France Inter, vous êtes directeur de l'ouvrage L'histoire du cinéma chez Larousse et chez Larousse également auteur du livre Depardieu hors normes. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du film La mort en direct de Bertrand Tavernier. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, La mort directe, 1979, par Bertrand Tavernier. C'est un film d'autant plus important que c'est peut-être, il faut l'avouer, pas l'un des plus connus, en tous les cas, de Bertrand Tavernier. C'est pas un film auquel on pense immédiatement quand on liste un peu sa filmographie. Et pourtant, c'est vraiment à la fois, bien sûr, pour lui, dans son œuvre, je crois, un film important. Et c'est aussi parce que ça parle, on va le voir, beaucoup d'images et de cinéma. C'est aussi un film important pour le cinéma d'une façon générale. Alors, c'est son cinquième long métrage, donc c'est un film qui fait partie de la première partie de sa carrière. Pour mémoire, je rappelle les films précédents, ça permet aussi de resituer Bertrand Tavernier et puis de voir comment La mort en direct s'insère dans cette filmographie naissante. Alors le premier film, c'était bien sûr L'horloger de Saint-Paul, un vrai faux polar adapté de Simenon, avec notamment Philippe Noiret, et qui se passait dans la ville natale de Bertrand Tavernier, Lyon, donc il y avait des résonances intimes assez fortes, au-delà bien sûr de l'histoire concoctée par Simenon. Il passait ensuite à un tout autre chose avec Que la fête commence, une fresque historique, truculente, réjouissante sur la période peu connue de l'histoire française qui était la Régence, en retrouvant là aussi Philippe Noiret. Troisième film ensuite avec Philippe Noiret et en l'occurrence Michel Galabru, un autre film historique sur là une affaire judiciaire de serial killer euh, en marche à travers toute la France. Ça s'appelait Le juge et l'assassin, bien entendu. Et puis, quatrième film, alors peut-être le plus méconnu, hélas, de ce début de carrière, qui s'appelle Des enfants gâtés, avec cette fois Michel Piccoli dans le rôle principal, coécrit et joué avec Christine Pascal. Et là, c'était vraiment alors, non, j'allais dire un repli, mais ce serait un mot inapproprié, mais c'était une tendance et une veine fortement intimiste que Bertrand Tavernier poursuivra, qui était pour la première fois là présente dans sa filmographie, Des enfants gâtés, et soit dit en passant, un film que je vous conseille vivement. On arrive donc en 1979, juste après des enfants gâtés, et arrive donc ce film La mort en direct, dont on va voir, on va le détailler, on va le disséquer, on va l'analyser, dont on va voir combien il est en rupture précisément. C'est pour ça que j'ai tenu à rappeler les films précédents, dont on va voir combien il est en rupture avec les films précédents, ou du moins combien il s'en détache, combien il arpente d'autres terres, d'autres territoires sur lesquels Bertrand Tavernier ne s'était pas aventuré jusque-là, et ça lui donne évidemment encore plus de prix et de poids. Alors c'est justement pendant le tournage, non pas des enfants gâtés, donc c'est quelque chose qui date d'avant, mais le tournage du juge et l'assassin en Ardèche, que Bertrand Tavernier, pendant ses rares moments de pause, un tournage c'est toujours évidemment un moment dévoreur de temps pour un metteur en scène, il lit un roman, c'est un très grand lecteur, on le sait, de David J. Compton, un auteur britannique, dont un roman a été traduit en français sous le titre L'Incurable. Et l'auteur, dans ce roman, envisage, on va dire, dans un futur proche, une société occidentale où filmer le spectacle de la mort devient, au fond, peut-être la seule preuve de la vie, en quelque sorte, ou de l'instantanéité dans une société qui fait tout pour, par ailleurs, sinon supprimer la mort, du moins la dissimuler, la cacher. Donc c'est une réflexion qui ne peut qu'intéresser évidemment le cinéaste qu'est Bertrand Tavernier, dans la mesure
où évidemment, ce sont des questions qui le concernent. Alors, la société en question, pour revenir au livre lui-même, évidemment, le fait en toute bonne conscience, ce filmage de la mort en direct, comme il est écrit dans le livre, sans aucun sursaut moral évident, et Bertrand Tavernier n'en est que plus intéressé. Donc, il fait ce qu'un un auteur, un réalisateur, un scénariste fait évidemment en pareil cas. Il prend une option, comme on dit, sur les droits du livre, avec donc cette interrogation centrale qui explique et explicite sa démarche, hein, on pourrait résumer de cette formule: quelle attitude morale doit-on adopter pour capter une émotion, pour la voler, pour la fabriquer? Voilà en quelque sorte le triptyque qui intéresse évidemment au premier plan Bertrand Tavernier et qui le pousse à évidemment s'intéresser à cette problématique qui contient en elle-même des problématiques qui devraient, peuvent interpeller tout cinéaste digne de ce nom sur le pouvoir qu'il a avec ces images, sur la responsabilité qu'il a, sur qu'est-ce que c'est que le statut d'une image. Voilà, on voit bien le nombre très important d'interrogations que ce point de départ, que cette idée génère forcément, y compris à travers la fiction. Alors, assez naturellement, je dirais, dans la mesure où il s'agit d'un roman en langue anglaise et d'une littérature anglo-saxonne, Bertrand Tavernier, qui est, on le sait, un très grand admirateur, amateur, connaisseur de la littérature et du cinéma, des cinémas, je dirais, anglais et des littératures anglaises et américaines. Donc, il va prendre langue avec un très, très grand scénariste américain qui s'appelle David Redfield. Et s'il prend contact avec lui, c'est qu'il a, comme beaucoup, trouvé que les collaborations de Redfield avec notamment le grand cinéaste américain Sidney Pollack ont, passez-moi l'expression, produit de très beaux fruits. Et on peut citer par exemple Jeremiah Johnson, Le Cavalier électrique, et peut-être plus encore Les 3 jours du Condor avec Robert Redford, magnifique film anticipateur sur tout ce que nous vivons en ce moment, sur la manipulation, sur de l'individu par la communication. Vraiment, c'est un film là aussi dont l'actualité ne se dément pas. Et soit dit en passant, David Redfield a adapté pour Sidney Pollack donc un roman qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Les 6 jours du Condor. Et au cinéma, c'est devenu Les 3 jours du Condor. C'est juste la preuve qu'il y a la moitié de place temporelle entre un livre et un film, qu'on est obligé de condenser tellement un livre que, avec une certaine malice, mais un réalisme aussi, Redfield, pour adapter ce roman qui s'appelait Les 6 jours, eh bien, pour le cinéma, ce ne sera que 3 jours parce que on dispose évidemment de beaucoup moins de temps au cinéma pour raconter une histoire qu'en littérature. Mais c'était une petite parenthèse que je ferme immédiatement. Donc, la collaboration va se faire très facilement entre les deux hommes parce que l'un et l'autre sont évidemment très intéressés par le sujet et Redfield comprend bien évidemment les motivations de Bertrand Tavernier. Alors, pour être à la fois fidèle au roman, mais aussi parce que c'est son intention profonde, Bertrand Tavernier ne veut pas d'un film de science-fiction, on va dire traditionnel, sans dire du mal des films de science-fiction habituels, mais comme il le dit lui-même, sans truc, sans trucage, sans effets spéciaux, sans là c'est moi qui ajoute, un bric-à-brac technoïde ou technologique qui fait qu'on multiplie les gadgets, les références à des choses qui n'existent pas encore mais qui pourraient exister sous forme d'objets bien souvent et qui sont tous chargés de bien, en quelque sorte, de bien signifier au spectateur qu'il n'est pas dans le monde actuel, mais qu'il est amené à se projeter dans un monde futur, qu'il ne ressemble pas tout à fait au monde actuel, mais qui quand même pourrait, etc. Enfin, vous connaissez bien cette façon qu'a le cinéma de science-fiction
de nous donner en quelque sorte l'assurance que nous ne sommes pas dans le présent, ce à quoi Bertrand Tavernier répond que c'est une artificialité, souvent d'ailleurs plus portée au cinéma qu'en littérature. Il dit que la littérature de science-fiction, de ce point de vue-là, est plus intelligente que le cinéma et elle ne multiplie pas ce genre de biais, ce genre de travers, ajoutant par exemple que un immeuble de type haussmannien ou haussmannien pour la France, victorien pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pardonnez-moi, eh bien résistera plus au temps que bien des constructions futuristes, et qu'au fond on peut bâtir un film de science-fiction avec un décor, et on va le voir, c'est le cas, avec un décor actuel, voire d'ailleurs un décor actuel fait de bâtiments d'un temps déjà ancien. Tavernier dit 60 ans pour un immeuble victorien, ça n'est rien. Donc on peut le concevoir dans un film de science-fiction, et il faut au contraire le concevoir dans un film de science-fiction, parce qu'au fond, c'est ce qui permet aussi une certaine permanence temporelle et qui fait qu'on ne perd pas le spectateur, on lui garde un certain nombre de repères avec lesquels il va peut-être pouvoir se dire c'est de la science-fiction, c'est du futur, mais en même temps, je sens bien que il y a un présent, il y a une actualité de ce qui m'est montré et qui me met d'ailleurs évidemment en éveil. Donc c'est le roman comme le film se passe dans un avenir proche. Nous sommes, je vous le rappelle, là pour le film en 1980, donc il s'agit de la fin du siècle ou des débuts du siècle suivant, mais guère plus que cela, dans une ville qui ressemble à une ville actuelle, en tous les cas des années 80. Alors, la seule véritable concession à l'attrait, pour employer des formules sympathiques, à l'attrait technologique, à la fascination de la technologie future, elle est quand même de taille malgré tout, c'est que, comme vous l'avez vu, le protagoniste du film, qui est joué par Harvey Keitel, le grand acteur américain Harvey Keitel, on lui a greffé une caméra dans l'œil. Bon, et qu'il a impérativement besoin de lumière en permanence, sinon il meurt. Bon, évidemment, cette greffe, elle est là pour le coup encore une marque d'anticipation. Ça viendra peut-être un jour, mais disons que là, on est vraiment dans la science-fiction au sens propre du terme et au sens littéral du terme. C'est ce qui d'ailleurs permet aux yeux de Bertrand Tavernier d'être malgré tout dans cette anticipation-là, dans ce futur-là. Mais c'est réellement le seul tribut, en quelque sorte, payé à la science-fiction telle qu'on se la représente un peu facilement et un peu aisément. Alors, l'autre raison qui a certainement poussé Bertrand Tavernier à réaliser ce film, c'était que pendant la promotion du Juge et l'assassin, il lui est arrivé d'aller à Glasgow, cette ville d'Écosse, pour présenter le Juge et l'assassin. Et il a été immédiatement, je ne sais pas si on peut dire sous le charme, mais en tous les cas, il a été immédiatement capté, attiré par, vous savez, cette ville absolument sinistrée par la crise économique anglaise, qui est une ancienne forteresse ouvrière du sud-ouest de l'Écosse, qui est un ancien port de commerce très entreprenant, très industrieux, où il y a des chantiers navals d'où sont sortis des imposants bateaux et historiques en quelque sorte comme le Queen Mary ou le Queen Elizabeth. Bref, c'est une ville qui a eu qui a un passé, qui a une splendeur, mais qui évidemment ne correspond plus du tout à ce qu'elle est devenue du fait de cette perte quasiment totale d'activité économique. Donc, c'est cette ville qui fascine littéralement Bertrand Tavernier dans ce mélange d'anciennes, on va dire, rutilances, d'anciennes richesses victoriennes, car du coup, évidemment, la ville, son architecture garde des traces
de cette opulence passée, et puis ce présent beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, beaucoup plus gris, on le verra, c'est la teinte majoritaire du film, et il y a donc une sorte de concomitance entre la découverte du roman de Compton et la découverte de Glasgow, et dans l'esprit de Tavernier, comme une sorte d'évidence absolue selon laquelle l'adaptation du roman ne pourra se faire au cinéma qu'à Glasgow. On sait Bertrand Tavernier très sensible au décor et notamment aux villes où se passent ces films, hein, Lyon, Paris, en l'occurrence Glasgow, mais d'autres, des petites villes d'Ardèche pour le juger l'assassin. Enfin, on pourrait multiplier du Nord, pour ça commence aujourd'hui, on pourrait multiplier les exemples où on sent chez Tavernier une vraie attention, évidemment, à ce qui n'est pas qu'un arrière-fond, mais à ce qui est presque un personnage, ce qui devient au fil du film un personnage absolument signifiant du film, un véritable protagoniste. C'est le cas donc de Glasgow. Je vous lis une petite phrase de David Redfield, donc pas de Bertrand Tavernier, mais du co-scénariste du film, à propos de Glasgow, qui disait ceci, et qui est, je crois, très signifiant: il y a dans ces rues, surtout la nuit, une violence, une agressivité un peu inquiétante. Une partie de la ville paraît livrée à l'abandon. Voilà ce que dit Redfield, qui découvre lui aussi Glasgow. Et donc, ça montre bien, effectivement, je crois, à travers quelques adjectifs assez durs, ça montre bien ce qu'est cette ville aux yeux de ces deux co-scénaristes et la façon dont ils s'en emparent, en quelque sorte, pour bâtir leur scénario et faire de cette ville, je le répète, l'un des personnages centraux de leur histoire. Alors, il faut bien dire, il faut bien se remettre dans les clous de l'époque, que après tout ce qu'on vient de dire sur les conditions de préparation, les envies du cinéaste, la rencontre avec un scénariste, l'adaptation d'un livre important, le montage du film, le montage financier, soyons clairs, disons les mots, sera de l'aveu même de Bertrand Tavernier l'un des plus difficiles de sa carrière. Il aura énormément de mal à monter son film, tant et si bien qu'à un moment, l'espoir même de le voir naître l'abandonnera, ou en tous les cas, ce sera vraiment très difficile. Alors, il se tourne d'abord, dans un premier temps, vers des producteurs américains, car il souhaite tourner en anglais cette histoire écrite en anglais, donc il lui semble, et qui se passe à Glasgow, donc il lui semble tout à fait naturel, en quelque sorte, que le film se déroule en langue anglaise, et qu'il y ait bien sûr ensuite une VF, comme on dit, mais que le film soit tourné en anglais comme langue principale, étant entendu, par exemple, que la présence d'Harvey Keitel, de toute façon, rend les choses, de ce point de vue-là, assez évidentes. Et c'est une des problématiques du film qui se posera, que cette langue anglaise, ça se posera plutôt d'ailleurs aux financeurs français. Ce qui pose problème aux financeurs américains, et assez d'ailleurs aux financeurs français également, c'est bien entendu, j'allais dire, c'est le sujet, la mort en direct. Ça n'est pas, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un petit polar de série B, ça aurait pu être le titre, voilà, d'un film un peu horrifique, un peu facile. Bon, c'est pas le cas, on le sait bien, le scénario qu'ont les producteurs sous les yeux les inquiète beaucoup quant à la tonalité générale du film. À leurs yeux, et notamment aux yeux beaucoup plus des producteurs américains, le casting proposé, Romy Schneider d'un côté, Harvey Keitel de l'autre, n'est pas, contrairement à ce que nous pourrions penser, nous, vu de France, n'est absolument pas porteur, n'est absolument pas bankable, comme on ne devrait pas dire en français, aux yeux des producteurs américains. D'une part, Romy Schneider n'est pas une star outre-Atlantique, absolument pas. Et d'autre part, Harvey Keitel a très mauvaise réputation.
il vient de se faire, comment dirais-je, viré, pour employer un mot explicite, du tournage d'Apocalypse Now par Francis Ford Coppola en raison de son comportement. Donc, à cette époque-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Harvey Keitel n'a pas bonne réputation pour des financeurs américains. Alors, vous voyez une sorte d'avalanche, en quelque sorte, de fin de non-recevoir pour un financement américain. Bertrand Tavernier se retourne donc vers des producteurs français. Il va finir par arriver, mais avec énormément de mal à boucler un budget. Et je le disais, ce sera l'un des plus mauvais souvenirs de sa carrière, mais il y arrive et le film peut se faire à Glasgow en langue anglaise avec Harvey Keitel et Romy Schneider, entre autres, et puis aussi, notons-le, à la fin du film, l'apparition d'un des acteurs bergmaniens par excellence, Max von Sydow. Donc, ce film, c'est en quelque sorte, si on voulait le catégoriser, le ranger, vous savez que les cinéphiles adorent un peu les boîtes, les genres dans lesquels on classe les films et on les entoure comme ça, on les étouffe parfois dans un genre. Alors, ici, ce serait une science-fiction, mais on l'a vu, sans effet, je dirais, démonstratif, en quelque sorte. En revanche, ce qui intéresse évidemment beaucoup Bertrand Tavernier, c'est ce qui caractérise l'émergence d'une nouvelle société. La science-fiction dans La mort en direct, elle est là. Elle est clairement dans l'analyse, dans la recension d'une société qui change en grande partie ses valeurs, ses références, et soyons clairs, que Bertrand Tavernier, évidemment, et Compton avant lui, juge tout à fait inquiétante. Alors, on a comme ça, tout au long du film, Tavernier égrène, sème des petits cailloux qui indiquent, en quelque sorte, que nous ne sommes pas dans la société actuelle, dans notre société, celle de 80 pour le coup. Évidemment, ça reste fort heureusement, on va le voir, fort heureusement, mais quoique de l'ordre parfois de la science-fiction, mais je le répète, pas que. Par exemple, il y a cette manifestation où des parents d'élèves défilent avec des panneaux, et notamment l'un sur lequel on peut voir « Protégez vos enfants, gardez les enseignants en chair et en os ». Alors, ça, c'est tout à fait formidable, évidemment. On peut imaginer que ça a beaucoup amusé, mais aussi intéressé Bertrand Tavernier de mettre en scène, de représenter cette idée que les enseignants vont disparaître au profit de machines enseignantes, hein, c'est clair, d'ordinateurs, d'Internet, etc., qui seraient les professeurs du futur, au détriment des professeurs, dit-on, en chair et en os. Le grand spécialiste, le grand connaisseur de l'éducation qu'est Bertrand Tavernier, hein, on se souvient de films comme Une semaine de vacances, comme Ça commence aujourd'hui, qui ont pour héros, en quelque sorte, des profs, des instits, enfin, on sait bien que c'est un sujet, l'éducation, l'enseignement, qui intéresse bigrement Bertrand Tavernier. Et dans cette simple petite notation rapide au sein du film, ce n'est pas le propos général, bien sûr, mais on voit bien que là, pour le coup, c'est une façon de décrire un futur dont Tavernier ne veut pas, évidemment. Mais c'est une façon très, à la fois malicieuse et intelligente de nous dire que nous ne sommes pas tout à fait dans notre contemporain, mais aussi, évidemment, que ça pourrait le devenir. Alors, il y a aussi ces petites pilules qui sont censées faire voir la vie en rose, mieux vivre ceci, mieux vivre cela. Alors, on nous dira, et on n'aura pas tout à fait tort, que la France étant la championne du monde du recours à des petites pilules qui aident à mieux vivre, au fond, là, on n'est presque pas dans la science-fiction, mais plutôt dans le miroir
peut nous tendre le cinéma, même si effectivement c'est pas à ce point-là, ces petites pilules ne sont pas à ce point-là incluses dans notre vie sociale, en l'occurrence pour l'instant, et on peut s'en réjouir, alors que dans le film, elles font partie intégrante de la vie quotidienne des gens et sont comme un objet de régulation sociale. Bon, là aussi, donc, petite indication sur ce futur presque présent, on va dire. Alors, il y a une chose aussi extrêmement troublante, vous l'aurez noté certainement dans le film, c'est l'attitude très, très importante parce que elle illustre bien comment dirais-je, la façon dont la société est en train d'évoluer, c'est l'attitude à l'égard des personnes âgées. Alors là, c'est tout à fait abyssal par rapport à ce que nous pouvons connaître, par rapport à l'émergence de la maladie d'Alzheimer depuis le moment où le film a été tourné, hein, il y a 40 ans. Hein, donc, à cette époque-là, on ne parlait pas de cette maladie. Et ce que met en scène le film, c'est une sorte de maladie provoquée par la science pour que, je cite, c'est ce que dit un médecin dans le film, pour que les personnes âgées ne comprennent pas qu'elles sont en train de mourir. C'est exactement ce qui arrive avec la maladie d'Alzheimer, et c'est ce que provoque la science et la médecine dans le film de Bertrand Tavernier. Donc là, ça donne vraiment le sol se dérobe un peu quand même sous nos pas de spectateurs, ou l'écran se dérobe sous nos yeux de spectateurs, parce que c'est il ne s'agit pas de faire ni du livre ni du film des sortes de Nostradamus, mais disons que c'est une anticipation assez juste de cette façon progressive et de plus en plus importante que nous avons effectivement de cacher la mort dans nos sociétés, de faire en sorte qu'elles ne se vivent pas comme quelque chose qu'il faut presque regarder en face, etc. Bon, et il y a dans cette invention, entre guillemets, du film, quelque chose qui résonne évidemment à nos oreilles. Alors, évidemment, c'est toujours le problème des films de science-fiction. Plus le temps passe, plus peut-être on se rapproche, hélas, des situations décrites. C'est un peu ce qui se passe en tous les cas. Là, il y a 40 ans, c'était de l'ordre de l'anticipation pure et, disons, l'utopie horrifique absolue. On voit bien que là, les lignes ont bougé et que, de ce point de vue-là, la mort en direct, peut-être nous parle encore plus, d'ailleurs, qu'il y a 40 ans, parce que là, c'est moins de l'anticipation que de la lucidité. Et donc, le film aussi, comme ça, entre des indicateurs d'une extrême modernité, enfin de ce qu'on peut juger être une extrême modernité, modernité au sens juste de l'invention technologique, parce que l'invention technologique, c'est toujours la modernité, c'est précisément une des questions que peut poser le film. Mais par exemple, il y a le personnage de Catherine Mortenot, joué par Romy Schneider, y est rattaché. Il y a désormais, dans ce monde-là, des ordinateurs qui écrivent les livres à la place d'êtres humains. C'est le même, vous voyez, les profs n'ont pas encore été remplacés, mais les écrivains l'ont été par des ordinateurs qui écrivent des livres, et c'est le job de programmatrice, en quelque sorte, du personnage joué par Romy Schneider. Donc là, on a une sorte d'anticipation dans laquelle j'ose croire que nous ne sommes pas encore, mais peut-être cela pourrait-il arriver un jour. Donc on est dans une extrême modernité, dans une anticipation. Et puis, je dirais, Glasgow oblige, à côté de cette extrême modernité, on a tout un monde délabré, une voiture calcinée par-ci, un cheval et sa carriole par-là, une cathédrale abandonnée par le culte qui accueille des migrants que l'on fiche pour éviter qu'ils reviennent. Alors là aussi, on a le retour de la mort en direct comme un film d'anticipation, hélas, extra-lucide,
sur le statut des migrants et sur ces lieux de rassemblement. Et là, en l'occurrence, cette cathédrale abandonnée. Mais on voit bien que la volonté de Tavernier, qui est une volonté extrêmement féconde en termes à la fois d'image et puis pour nous, spectateurs, de nous faire avancer dans le film et de nous faire réfléchir, c'est la confrontation, le mélange entre ces deux univers, entre ce présent et ce futur qui vient s'ajouter à notre propre présent de spectateur à l'époque où nous voyons le film. Ces temporalités s'entrechoquent, ces temporalités génèrent en nous, ne peuvent générer en nous que, évidemment, des images très fortes, des pensées très complexes, et c'est assurément la volonté de Bertrand Tavernier que de nous plonger dans ce bain temporel à plusieurs échelons et qui est vraiment participe de ce que le film nous raconte, en quelque sorte, de ce que pourrait être notre futur. Alors, bien évidemment, on le disait d'entrée de jeu, ce qui interpelle et fascine Bertrand Tavernier, c'est évidemment ce personnage principal joué par Harvey Keitel, à qui l'on a greffé une caméra et qui est donc eh bien, tout simplement censé filmer la mort en direct du personnage de Catherine, joué par Romy Schneider, qu'on croit malade ou qui se croit malade. Et le film, de ce point de vue-là, vous le savez, réserve un rebondissement final tout à fait essentiel. Ce personnage est quand même tout à fait effectivement fascinant dans la façon dont il a été conçu, ce personnage de voyeur, puisque je rappelle quand même que s'il n'a plus de lumière, il meurt, un peu comme un plateau de cinéma, et qu'il ne peut donc, c'est ça le paradoxe, qu'il ne peut donc ni dormir, ni rêver. Donc là, c'est vraiment, je le crois, un véritable cauchemar. C'est une vie de cauchemar, justement, en quelque sorte. De ne pas pouvoir cauchemarder, c'est un cauchemar. C'est moi l'expression. C'est-à-dire que cette humanité à qui on dénie toute vie intérieure, en quelque sorte, tout repli bénéfique sur soi pour entrer dans ce qui peut être ses démons intérieurs, mais aussi ses Édens intérieurs, et pour n'être qu'un un être justement de regard, pour n'être que regard, pour n'être que regard porté sur les autres et sur le monde, et jamais de pouvoir rentrer en soi-même, c'est évidemment un véritable cauchemar. C'est un personnage, vous le voyez bien, qui a des allures, alors là, qui rattache le film à ce qu'il est aussi, comme souvent les films d'anticipation et de science-fiction. C'est une littérature qui se rattache aussi au conte, pour adultes ou pour enfants, peu importe. Mais on voit bien que le conte, souvent, ces personnages sont conditionnés. Ils ont des super-pouvoirs, souvent, parfois, mais que ces super-pouvoirs sont contrebalancés par une condition nécessaire et indispensable pour que le super-pouvoir puisse agir. C'est, pour aller vite, la métaphore de Cendrillon qui doit rentrer chez elle à minuit sous peine que son carrosse se transforme en citrouille. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une condition absolument essentielle. Et ça en fait, ça fait du film une sorte de conte pour grandes personnes, je vous l'accorde bien volontiers. C'est donc un film sur le voyeurisme, c'est donc un film, et Tavernier ne s'y trompe pas, sur le métier de metteur en scène, sur le métier de cinéaste. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce qu'il est possible de montrer, comment doit-on montrer, sous quel angle, jusqu'à quel point, jusqu'où peut-on aller trop loin, comme disait Cocteau. Enfin, voilà, toutes ces questions-là, tout cinéaste, un tant soit peu respecté et respectable en quelque sorte, évidemment se les pose, et presque chaque jour en allant sur un plateau de tournage. À la limite, quel que soit ce qu'il tourne d'ailleurs. Voilà, on peut pas, il est inutile de sanctuariser un cinéma sérieux en la matière et un autre qui ne serait pas. Je crois que tout ce qui fait image, évidemment, procède d'une réflexion préalable et au moins d'un regard préalable.
Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que la réponse de Bertrand Tavernier, c'est-à-dire la façon dont il s'implique, en quelque sorte, dans cette réflexion, elle est forcément une réponse de cinéaste et elle est forcément dans sa propre mise en scène. C'est-à-dire ce que choisit Bertrand Tavernier comme réponse, c'est une mise en scène d'une pudeur absolue, absolue, et qu'il ne se refuse, par exemple, à filmer des moments d'intimité vrais entre les deux personnages, entre Kettel et Schneider. Sa caméra se recule, sa caméra part même. C'est le cas, par exemple, de la scène dans une école désaffectée. Et de la même façon, on n'assistera pas, et vous voyez bien en quoi c'est un choix central, on n'assistera ni à l'agonie, ni à la mort, a fortiori, de l'héroïne, du personnage principal joué par Romy Schneider. Ça, c'est évidemment l'illustration en quelque sorte du discours que porte Bertrand Tavernier sur l'histoire elle-même qu'il raconte. Ça oblige à des effets de miroir, cette histoire, évidemment. Un cinéaste ne peut pas faire un film sur le voyeurisme sans s'impliquer très fortement et nous dire, au fond, quelle est, lui, sa vision des choses. Et il le fait par sa mise en scène, bien évidemment. Et Tavernier pense forcément à un autre film sur le voyeurisme d'un cinéaste qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Michael Powell, qui est un film qui s'appelle tout simplement Le Voyeur, et qui, alors, lui, allait peut-être encore plus loin dans l'implication du cinéaste, parce que l'histoire du voyeur, c'est un cinéaste qui invente une sorte de caméra, qui invente une caméra dont le pied est un poignard qui tue les femmes qu'il est en train de filmer, et donc il filme, lui, avant la lettre, réellement la mort en direct. Donc là, c'est un film abyssal de ce point de vue. Tavernier le connaît parfaitement, évidemment. Et il y a un parallèle qu'on peut faire entre les deux films, c'est-à-dire, effectivement, ce sont le portrait de deux voyeurs qui se perdent eux-mêmes à force de filmer les autres, morts ou vifs d'ailleurs. Mais cette perte de soi, du caméraman, du voyeur, du cinéaste, elle l'interpelle évidemment considérablement Tavernier, et c'est ce qui le motive beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est là aussi, c'est sa réponse. Or, la réponse de Tavernier dans La mort en direct, eh bien, c'est qu'en quelque sorte, le voyeur est sauvé par sa propre victime. C'est-à-dire que en mourant, en se donnant la mort, en se suicidant, en se refusant à la caméra, il est bien évident que Catherine Mantonneau sauve, en quelque sorte, et c'est dit comme ça dans le film, elle sauve son voyeur, elle l'exonère de sa tâche, elle lui enlève ce poids-là, elle lui dénie, mais surtout elle le prive, mais au bon sens du terme, de cette responsabilité terrible qui serait de filmer sa mort en direct. Donc là, chez Tavernier, c'est la victime qui sauve, et chez Powell, il y avait également une fin comme ça qui montrait que les choses devaient se résoudre par une sorte de violence. Mais bien évidemment, Bertrand Tavernier, comme Michael Powell d'ailleurs, ne s'enferme pas dans cette dénonciation du voyeurisme et pour Tavernier dans cette dénonciation des travers de la télé-réalité, parce qu'on a peut-être oublié de le dire, mais évidemment, il y a derrière le voyeur des émissions de télé-réalité, donc c'est une dénonciation, quoi qu'il en soit, en règle, mais c'est peut-être aussi ce qui fait la force encore plus du film, c'est que c'est à la fois un film sur l'amour fou et sur la renaissance d'un personnage. Parce que Catherine, elle quitte tout. Elle quitte un mari qu'elle n'aime plus. Elle change même de vêtements et d'apparence. Hein, c'est très frappant. Elle change de travail. Cette espèce d'esclave informatique, littéraire et culturelle qu'elle était, elle abandonne cette fonction et elle va faire un cheminement géographique et intérieur à la fois, pour aller vers autre chose, pour renaître, même si c'est avec un choix particulier de fin de vie, mais elle est dans une renaissance, elle est dans une réinvention d'elle-même tout à fait saisissante, et ça en fait l'un des très beaux personnages féminins de Bertrand Tavernier. Son cinéma en compte un certain nombre, contrairement à parfois un peu l'image de cinéma au masculin qu'on peut avoir, mais on peut songer à Nathalie Baye dans Une semaine de vacances, on peut songer à Sabine Zema dans Un dimanche à la campagne, et d'autres personnages au féminin comme ça qui existent réellement et qui sont des personnages en mouvement.
qui sont des personnages féminins qui changent, qui sont des personnages féminins qui avancent. Et ça, c'est très important. Ça fait partie d'un des très beaux intérêts du film. Et ce parcours, évidemment, il se termine, ce beau parcours de transformation, se termine par un choix qui est un choix, définitif, hein, qui est le choix du suicide, mais qui est la liberté par excellence. C'est-à-dire que jusqu'au bout, Catherine se décide et se vit comme un être libre et qui décide donc de se donner la mort pour justement prendre définitivement, on peut trouver ça paradoxal, mais prendre définitivement sa vie en main. Alors, le film, évidemment, reflète ce parcours-là. Vous l'avez bien vu, toute la première partie du film, et voire les trois quarts, sont dans un environnement gris, pluvieux, terne, désolé. Tout est orageux, tout est restreint. Et progressivement, au fil du cheminement de Catherine, eh bien, tout s'ouvre. Les paysages deviennent amples. Le vert de la nature reprend ses droits sur le gris de la pierre victorienne et sale de Glasgow. Donc, il y a de plus en plus de mouvements, oui, amples de la caméra. Il y a même un mouvement de caméra à la grue qui vient un mouvement de caméra à la grue qui vient presque clore le film sur la mer, comme il s'était ouvert avec un autre mouvement d'ailleurs de caméra, mais sur un cimetière. Donc on passe du cimetière à la mer. Vous voyez bien qu'il y a là une véritable image, une véritable volonté chez Tavernier. De ce point de vue-là, les dernières séquences sont sous en quelque sorte l'auspice d'une lumière absolument blanche, d'un Éden, d'une nature rayonnante. Et c'est avec évidemment ce personnage aussi de l'ex-mari de Catherine, qui est en veste blanche, bien évidemment, pour lequel Antoine Duhamel, le formidable musicien du film, et Bertrand Tavernier ont inventé un personnage qui s'appelle Robert de Boliac et qui aurait été, mais c'est faux évidemment, un compositeur guerrier du XIVe siècle qui aurait inventé des musiques du futur. Voilà ce qui est dit dans le film. Ça, c'est un personnage extraordinaire qui joue sur les temporalités de la science-fiction, justement, du passé et du présent. Personnage, d'ailleurs, dont on retrouvera un écho sous un autre compositeur, mais qui sera la même idée dans La double vie de Véronique de Christophe Kieslowski, qui lui aussi jouera comme ça sur l'invention d'un compositeur en avance sur son temps. C'est l'occasion, d'ailleurs, de dire combien la musique d'Antoine Duhamel, la partition d'Antoine Duhamel, est formidable pour ce film de Bertrand Tavernier. C'est quelqu'un, Antoine Duhamel, qui a écrit pour Godard, Truffaut, à 3 reprises pour Bertrand Tavernier. Et là, il fait une composition d'une ampleur, d'une beauté qui participe réellement au film comme rarement, certainement, on peut le voir. Alors, le film, au fond, et j'en terminerai peut-être par là, reste absolument comme une sorte d'anticipation de beaucoup de choses que nous avons à vivre en ce moment, de beaucoup de réflexions que nous avons à mener sur l'image, sur le cinéma, mais aussi plus amplement, je dirais, sur notre civilisation de l'image. Et c'est tout à fait étonnant la façon dont, effectivement, le film de Tavernier, passons l'expression, tient la route, et bien au contraire, peut nous servir bigrement d'aide, d'outils, en tous les cas, pour les réflexions que nous pouvons mener sur la société qui nous entoure. Je ne saurais trop conseiller de voir et de revoir ce film. Alors, si possible en VO, là, il y a juste petite notation au final. Effectivement, il y a juste un problème, c'est que le film, il faut le savoir, est un film en langue anglaise. Il faut le voir dans cette langue-là, véritablement. Il faut le voir. Et c'est un peu dommage parce qu'il a très rapidement disparu quand il est sorti sur les écrans. Il a très rapidement disparu en VO. Il n'a été qu'en VF. Je crois honnêtement que ça ne sert pas le film de Bertrand Tavernier, cette version française, et qu'il faut impérativement le voir en VO. Voilà ce que je voulais vous dire sur La mort en direct de Bertrand Tavernier. Merci beaucoup, Laurent. C'était très intéressant. Merci à vous Merci. pour l'approche du film. Et on vous écoutera bientôt sur le film Que la bête meurt de Claude Chabrol. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt.